Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 9e édition du festival L'Histoire à venir du 14 au 17 mai 2026 autour de la thématique Feu. La séance s'ouvrait avec une lecture proposée par un ou une libraire d'Ombre Blanche en lien avec la thématique de la table ronde. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette rencontre avec Olivier Esteves et Emmanuel Pérez-Tisserand. Alors je vais présenter rapidement Emmanuel Pérez-Tisserand qui est historienne contemporanéiste à l'université Toulouse Jean Jaurès, l'université du Mirail, spécialiste notamment en particulier de la Californie, donc aux États-Unis. Je la laisserai présenter plus longuement évidemment Olivier Esteves dans un second temps, mais comme vous le savez, si vous avez déjà assisté à des rencontres à la librairie, on aime bien proposer un petit extrait, une lecture avant, très courte, hein, ça dure une heure et demie, d'un texte, et cette fois-ci c'est Benjamin, qui est mon collègue d'ailleurs à la programmation des rencontres à l'année ici, et qui est aussi libraire en lettres classiques, qui va nous proposer un extrait. Tu nous lis quoi, Ben ? Alors, un petit extrait de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Voilà, une petite farce avant un sujet beaucoup plus tragique et beaucoup plus sérieux que vous allez entendre dans quelques instants. Le lendemain, pendant qu'ils dînaient, ils entendirent sous la hêtraie le battement d'un tambour. Germaine sortit pour voir ce qu'il y avait, mais l'homme était déjà loin. Presque aussitôt, la cloche de l'église tinta violemment. Une angoisse saisit Bouvard et Pécuchet. Ils se levèrent et, impatients d'être renseignés, s'avancèrent tête nue du côté de Chavignol. Une vieille femme passa, elle ne savait rien. Ils arrêtèrent un petit garçon qui répondit « Je crois que c'est le feu ». Et le tambour continuait à battre, la cloche tintait plus fort. Enfin, ils atteignirent les premières maisons du village. L'épicier leur cria de loin « Le feu est chez vous !» Pécuchet prit le pas gymnastique. Il disait à Bouvard, courant du même train à son côté « Une, deux, en mesure, comme les chasseurs de Vincennes ». La route qu'ils suivaient montait toujours. Le terrain en pente leur cachait l'horizon. Ils arrivèrent en haut de la butte, et d'un seul coup d'œil, le désastre leur apparut. Toutes les meules, çà et là, flambaient comme des volcans. Au milieu de la plaine dénudée, dans le calme du soir. Il y avait, autour de la plus grande, 300 personnes peut-être, et sous les ordres de M. Fourreau, le maire, en écharpe tricolore, des gars avec des perches et des crocs tiraient la paille du sommet afin de préserver le reste. Bouvard, dans son empressement, faillit renverser Madame Bordin qui se trouvait là. Puis, apercevant un de ses valets, il l'accabla d'injures pour ne l'avoir pas averti. Le valet, au contraire, par excès de zèle, avait d'abord couru à la maison, à l'église, puis chez monsieur, et était revenu par l'autre route. Bouvard perdait la tête, ses domestiques l'entouraient, parlant à la fois, et il défendait d'abattre les meules, suppliait qu'on le secourût, exigeait de l'eau, réclamait des pompiers. « Est-ce que nous en avons » s'écria le maire. « C'est de votre faute » reprit Bouvard. Il s'emportait, proféra des choses inconvenantes. Et tous admirèrent la patience de M. Fourreau, qui était brutal cependant, comme l'indiquaient ses grosses lèvres et sa mâchoire de bouledogue. La chaleur des meules devint si forte qu'on ne pouvait plus en approcher. Sous les flammes dévorantes, la paille se tordait avec des crépitations. Les grains de blé vous cinglaient la figure comme des grains de plomb. Puis la meule s'écroulait par terre en un large brasier, d'où s'envolaient des étincelles. Et des moires ondulaient sur cette masse rouge, qui offrait dans les alternances de sa couleur des parties roses comme du vermillon et d'autres brunes comme du sang caillé. La nuit était venue, le vent soufflait, les tourbillons de fumée enveloppaient la foule. Une flamèche, de temps à autre, passait sur le ciel noir. Bouvard contemplait l'incendie en pleurant doucement. Ses yeux disparaissaient sous leurs paupières gonflées, et il avait tout le visage comme élargi par la douleur. Madame Bordin, en jouant avec les franges de son châle vert, l'appelait « Pauvre monsieur !» tâchait de le consoler. Puisqu'on n'y pouvait rien, il devait se faire une raison. Pécuchet ne pleurait pas, très pâle ou plutôt livide, la bouche ouverte et les cheveux collés par la sueur froide, il se tenait à l'écart dans ses réflexions. Mais le curé, survenu tout à coup, murmura d'une voix câline. « Ah, quel malheur! Véritablement, c'est bien fâcheux. Soyez sûr que je participe. » Les autres n'affectaient aucune tristesse. Ils causaient en souriant, la main étendue devant les flammes. Un vieux ramassait des brins d'herbe qui brûlaient pour allumer sa pipe. Les enfants se mirent à danser. Un polisson s'écria même que c'était amusant, que c'était bien amusant. « Ah oui, il est beau l'amusement !» reprit Pécuchet qui venait de l'entendre. Le feu diminua, les tas s'abaissèrent, et 1 heure après, il ne restait plus que des cendres, faisant sur la plaine des marques rondes et noires. Alors, on se retira. Voilà.
Merci beaucoup pour cette lecture introductive qui nous met un peu dans l'esprit tout feu, tout flamme. Donc, je suis Emmanuelle Pérez-Tisserand, comme l'a dit Maxime. Je suis donc historienne et je suis aussi membre du comité éditorial du festival, puisque cette rencontre a lieu dans le cadre du festival L'Histoire à venir, qui donc dure jusqu'à dimanche prochain sur la thématique feu, comme vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui, on va se retrouver autour du livre d'Olivier Estévez, qui est ici, Laisser le feu brûler, Philadelphie 1985, la police bombarde une organisation afro-américaine, une tragédie oubliée, aux éditions du Seuil. Oui, bien sûr, mais je vais vous présenter l'un et l'autre. Nous avons ici Olivier Estévez, mais c'est effectivement un livre qui est coécrit avec Lynn Washington, qui est journaliste, professeur de journalisme, qui a remporté de nombreux prix, et nous allons l'évoquer au cours de la rencontre, qui est aussi à la fois donc un journaliste qui a enquêté sur ce dont il est question dans ce livre, et qui a été un témoin en quelque sorte aussi. Et donc Olivier, tu pourras au nom de Lynn peut-être témoigner de cela pendant la rencontre. Olivier Estévez, il est professeur à l'université de Lille. Nous le remercions de venir d'aussi loin. Politiste, comparatiste entre le monde anglophone et le monde français, notamment sur les enjeux d'ethnicité, d'immigration, de classe sociale, de rapport à l'État, notamment l'État-providence. Il travaille au laboratoire CERAPS, Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, et il est aussi enseignant dans un département d'anglais. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que ce livre, qui est par ailleurs tout à fait accessible et lisible, hein, c'est vraiment un livre que toutes et tous vous pouvez lire, et qui est en fait un concentré mais au sens très positif de ce qu'on appelle la civilisation anglophone, civilisation britannique ou américaine, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'histoire, de la science politique, de la sociologie, ça convoque des éléments culturels, notamment la culture cinématographique, aussi la culture musicale. Donc il y a tout cela qui en fait est présent dans ce livre pour contribuer à nous expliquer l'événement dont il est question ici. Pour finir de présenter Olivier Estévez, et avant d'en revenir au livre, il est l'auteur de La France tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane, avec Alice Picard et Julien Talpin, aussi aux éditions du Seuil de 2024. Et donc ce livre, qui est lui aussi un livre coécrit, d'ailleurs peut-être que c'est quelque chose que tu pourras développer, Olivier, sur cette dynamique de la coécriture que tu sembles affectionner. Et donc, comme je disais, c'est un très bon exemple de ce que les études dites de civilisation peuvent produire. Et c'est un livre qui parle pas seulement d'un événement ponctuel à Philadelphie en 1985, mais qui prend cet événement pour nous expliquer tout un tas de choses sur les États-Unis, en particulier à Philadelphie, donc dans un contexte urbain du nord ou du sud du nord, tu pourras le préciser, dans ces années 80, mais qui est au croisement des études de genre, des études africaines-américaines, aussi une dimension sur la contre-culture, sur l'écologie suite au grand moment des années 60-70. Il y a des éléments non seulement sur l'écologie, mais aussi sur la relation aux animaux et l'antispécisme, autour d'un mouvement et de sa répression, mais sans non plus une adhésion aveugle de soutien à un mouvement radical par sympathie politique, mais avec quand même une forme d'empathie, à la fois d'empathie pour ce mouvement et pour le quartier. Donc c'est très intéressant, et à vrai dire, donc il y a un plan en 8 chapitres intitulé Le zoo, le mouvement, le quartier, la statue, le tribunal, la prison, le maire, le musée. Donc vous voyez un certain nombre d'institutions qui permettent de servir de révélateurs, et à vrai dire ça m'a fait un peu penser à la série The Wire sur écoute, et je ne sais pas si c'était une inspiration volontaire ou pas. Mais ça, tu pourras nous répondre, puisque ma première question, c'est en fait celle sur pourquoi ce livre avec Lynn Washington. C'est quoi l'histoire de la jeunesse? Comment tu as eu l'idée, venant d'où tu venais, de tes propres enjeux, priorités, travaux antérieurs, la rencontre avec Lynn Washington, et voilà, peut-être un petit peu d'où nous vient ce projet de livre, et comment vous l'avez écrit. Bon, merci beaucoup pour cette présentation et puis cette question. Alors oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Emmanuel. Merci beaucoup. Donc premièrement, la découverte finalement de l'événement, le 13 mai 85, un hélicoptère de la police de Philadelphie largue une bombe sur une maison qui abrite des membres d'un mouvement radical, très majoritairement africain-américain, et qui est un mouvement
mouvement révolutionnaire qu'on appellerait en anglais Back to Nature Movement, ou de retour à la nature. Bon, voilà. En plein milieu d'une ville de Philadelphie qui est extrêmement concentrée en termes résidentiels, et donc bien évidemment, c'était inévitable que il y ait ce que une certaine vulgate états-unienne appelle des dommages collatéraux, quoi. Voilà. Et donc, en fait, la découverte de ce truc, c'était, j'étais en 2022, j'étais prof invité à l'Université de Montréal, et après, en l'été 2023, et donc comme j'étais vraiment souvent seul et tout, sans ma famille, j'écoutais beaucoup de podcasts que je fais de toute façon très très souvent. Et je suis tombé sur un podcast en anglais qui s'appelle donc un podcast de CBC là, Canadian Broadcasting Company, qui s'appelle The Africas versus America. Donc les Africas avec un S contre l'Amérique. Et ça m'a un petit peu interpellé ce titre. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et puis j'ai commencé à écouter ce podcast et j'étais vraiment obsédé par cette histoire. Donc dans ce podcast était interrogé de manière fréquente Lane Washington, donc le journaliste avec qui j'ai donc corrigé le bouquin. Et quand j'ai vu après Lane Washington que je l'ai interrogé pour la première fois, pas seulement parce qu'il est plus tout jeune, il se souvenait plus en fait d'avoir été interrogé dans le cadre de ce podcast, quoi, parce qu'il a tellement été interrogé des centaines de fois pour cet événement qu'il s'en souvenait plus, quoi, en fait. Donc voilà, au moment où en fait est sortie La France tu l'aimes, tu la quittes, la rédaction du bouquin, puisqu'on est 3 co-auteurs, mais en fait on est une équipe qui est beaucoup plus large, sinon ça aurait été impossible de faire un projet aussi ambitieux. La rédaction était un peu compliquée, un peu houleuse, enfin voilà, et donc j'en avais conçu l'idée que ça aurait du sens de faire un bouquin tout seul, en fait, et pour avoir une liberté complète d'écriture. Et en fait, quand j'ai contacté les survivants, certains des survivants de Move, dont un certain nombre avaient passé 25 ans, 30 ans, 35 ans en prison, et puis avaient eu ou avaient vu ou avaient entendu parler de leur enfant qui avait été brûlé dans cette maison-là alors qu'ils étaient en prison. Enfin, il faut imaginer le traumatisme considérable qui a été celui de survivants de Move. En fait, j'ai vraiment senti une vraie réticence, voire une hostilité à me parler, et donc moi j'ai pas insisté, puisque bien évidemment compte tenu de ce qu'ils ont vécu, j'allais pas commencer à insister, voilà quoi. Et à contrario, en fait, Lane Washington lui a été super sympa la première fois que je l'ai vu, et donc il m'a emmené en voiture sur différents spots dans la ville de Philadelphie où l'histoire de Move s'est nouée, et on s'est revus une fois ou deux, on a mangé ensemble et tout, et puis en revenant en France la première fois, je me suis dit en fait ça aurait du sens de lui proposer de faire un bouquin. Et moi j'étais abasourdi par le fait que il ait jamais fait de bouquin sur Move, en fait. Alors que moi, à contrario, j'ai un petit côté un peu prédateur narratif où je passe tout le temps d'une idée de bouquin à une autre et tout. Et là pour le coup c'était une idée qui était presque parfaite, qui s'inspire d'ailleurs de The Wire, mais de manière très très modeste, hein. Moi je pourrais passer ma vie et j'insiste là-dessus à regarder The Wire en boucle, hein. Et donc, mais effectivement le modèle c'était ça, quoi. Le modèle c'était vraiment The Wire, quoi. Si on peut arriver en bas de la cheville de David Simon, quoi, c'est très bien. Et donc voilà. Et puis en revenant en France, j'ai eu quelques réunions Zoom avec Lane. Et puis je lui ai proposé de faire le bouquin. Je lui ai dit voilà, zéro stress. Moi j'ai déjà signé le contrat. On peut toujours le modifier. Prend 2, 3 mois, 4 mois, machin. Et puis finalement il a tout de suite dit oui assez vite. Et puis voilà, quoi. Si mes réponses sont trop longues, il faut me le dire. Non, mais tout va bien. Et juste peut-être pour rebondir là-dessus, parce qu'il est anglophone, il n'est pas francophone, ouais. Donc vous avez écrit... lui, il écrivait en anglais. Toi, tu as écrit en anglais. Comment vous avez... Alors lui, en fait, il s'est obstiné quand il est venu pendant la sortie du bouquin en France pendant 2 semaines à dire Lélé à la place de Lille. Donc en fait, sa maîtrise du français est pas terrible, quoi. Et moi, je suis Olivier. Donc voilà. Et bon, non, bref. Mais... ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé le bouquin en fait en français intégralement, et je me suis inspiré à plusieurs reprises d'entretiens que j'ai pu avoir avec lui. Et lui, en fait, tu l'as vu toi-même. En fait, il y a un certain nombre de souvenirs personnels de Lane Washington qui étaient présents à toutes les étapes de l'évolution de Move, mais même avant la création de Move, en fait. Hein. Et donc, en fait, il confie des souvenirs personnels qui sont rédigés en italique et qui font un petit peu alors c'est pareil, là, on va se la raconter après The Wire, on va parler de William Faulkner, mais bref, ça fait un petit peu comme dans les romans de William Faulkner, là, tout ce qui est flow de conscience, la stream of consciousness, quand il y a des souvenirs personnels ou des sentiments personnels qui sont exprimés. Là, pour le coup, c'est effectivement lui qui l'ait dit, puisque moi en 85 j'étais en collège à côté de Tourcoing, voilà, donc j'étais pas là-bas, et donc voilà, et ça ce sont des choses qui sont ajoutées par Lane.
Et il a fait un podcast qui est remarquable pour les personnes dont la maîtrise de l'anglais est robuste ici, c'est-à-dire tout le monde, j'imagine. Qui s'appelle Move Untangling the Tragedy. Move Untangling the Tragedy. Et en fait, dans ce podcast extraordinaire, il y a des entretiens avec notamment des journalistes africains-américains qui maintenant ont 75 ans, 80 ans et qui ont couvert Move. Et ça, c'est des gens à qui j'avais pas accès. Donc en fait, j'ai chopé, je sais pas moi, dans le bouquin, il doit y avoir 5 ou 6 pages à des moments très très stratégiques qui sont littéralement des traductions de son podcast. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à l'automne, alors là, je vous fais entrer un petit peu dans la boîte noire de la rédaction du bouquin et tout, mais j'en suis scandaleusement contraint par la question, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, je suis allé à l'automne à Philadelphie, quand à un moment donné où le manuscrit était presque fini, et je passais une vingtaine de jours, et en fait, tous les jours, on s'est vus. Et pendant 2-3 heures, moi, je lui ai pris j'ai regardé le texte avec lui, et je lui ai traduit en anglais, chaque phrase du manuscrit. Et alors, des fois, il a dit, ah ben non, mais ça, on sait pas si ça s'est passé comme ça. Ou alors, ah bah, tu pourrais ajouter que, ou alors, ah bah là, je suis pas sûr, peut-être que c'est inapproprié. Enfin, donc, en fait, quantitativement, sa contribution au texte français a été négligeable, puisque voilà, il dit Lélé à la place de Lille, mais stratégiquement, elle a été absolument cruciale, parce qu'en fait, moi, des trucs que j'avais présentés comme des faits de temps en temps sont des choses qui sont inobjectivables en fait. Par exemple, quand le prophète, donc le leader du mouvement révolutionnaire qui s'appelle John Africa, son vrai nom c'est Vincent Lee Part, quand ils partent en fait à Rochester, parce qu'ils sont poursuivis par le FBI, ils partent à Rochester dans l'État de New York. Il y a une sorte de mythologie urbaine selon laquelle lui et certains de ses camarades sont allés là-bas en vélo, en fait, parce que c'était aussi des gens qui faisaient beaucoup de sport et tout. Et en fait, Lane me dit, bah non, mais ça personne ne le sait en fait. Donc là, pour le coup, ça peut sembler dérisoire effectivement de changer 5-6 mots dans un bouquin, mais en termes de fact-checking, c'est absolument crucial, quoi. Donc voilà, on a fonctionné comme ça, et puis voilà. Ah, super, merci beaucoup. C'est hyper intéressant parce que c'est une question de la coécriture. Je coécris un petit peu aussi et c'est vraiment intéressant et important aussi sur cette notion de qu'est-ce qu'être un auteur et qui est auteur, etc. On reviendra peut-être sur la méthode, mais peut-être quand même pour commencer à rentrer dans le vif du sujet et puis présenter un peu à notre auditoire de quoi il est question sans tout spoiler. Est-ce que tu veux revenir quand même sur qu'est-ce que c'est que Move et quel est cet événement? Tu l'as déjà un petit peu évoqué sur ce largage de bombes, mais peut-être revenir rapidement ou pas rapidement, comme tu l'estimes nécessaire, sur Move et ce moment 85. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors en fait, tout part de cet homme qui est là, en fait, dont le vrai nom est Vincent Lee Part et dont le nom politique en fait est John Africa, qui est vraiment une sorte de. Alors il y a une dimension sectaire en fait dans Move. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui l'auront compris, mais pour autant c'est pas une secte en fait. Après la question c'est comment est-ce qu'on définit une secte, hein. Les témoins de Jéhovah sont définis comme une secte par l'État français, mais dans plein d'autres pays européens, les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer le caractère subjectif de qu'est-ce qu'une secte ou pas. Et donc lui, en fait, alors je ne vais pas entrer, on entre dans un certain nombre de détails biographiques dans le bouquin, mais lui va en fait créer un mouvement révolutionnaire de retour vers la nature à un moment donné où en fait la question environnementale commence à peine à émerger aux États-Unis, mais surtout elle n'est pas portée par des Africains-Américains en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions, par exemple, de racisme environnemental sont des questions qui sont relativement nouvelles en fait dans l'histoire, et donc eux sont pas mobilisés autour de ça, quoi, en fait. Donc il y a une dimension qui est très très alors bon, oui, donc c'est un mouvement de retour vers la nature et tout. Ils sont en rupture de banc complète avec l'ordre établi en fait. Hein. Ils sont en conflit systématique avec la police. Ils défendent. Alors oui, bon, c'est ça. Donc j'aurais dû commencer par ça. Excusez-moi. Ils défendent le principe selon lequel toute vie est à défendre sur le même au même niveau, en fait. La vie d'un homme ou d'une femme est équivalent à la vie d'un animal, et un animal, ça peut être une girafe, ou alors un rat, ou ça peut être un lion, ou alors un cafard, est égal aussi à la vie d'une plante. Autrement dit, ce sont des gens qui vont commencer, par exemple, par organiser des manifestations de 10, 15 personnes, 20 personnes, devant le zoo de Philadelphie. En fait, le premier chapitre s'appelle le zoo, c'est pas un hasard, et le zoo est inséré, en fait, dans un quartier où cet homme a grandi.
en fait. Et donc il y a toute une mythologie autour de laquelle l'été, quand les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes parce qu'il faisait chaud, il entendait les cris des animaux, et en fait c'était pour lui des cris d'animaux qui demandaient à être libérés, en fait. Et ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, quoi. C'est ça qui est assez génial. Mais voilà. Et donc ce sont des gens qui vont organiser des manifestations devant le zoo, mais de façon hyper toxique. Donc en fait vous avez des centaines de familles blanches ou noires, classe moyenne ou pas, qui vont au zoo le dimanche, et c'est génial, tout le monde est content, mais vous avez des gens de Move qui sont là avec des haut-parleurs et qui déversent un torrent d'insanité, en fait, avec le F-word tout le temps, avec fuck, motherfucker, enfin, c'est constant, en fait, à un moment donné de l'histoire des États-Unis où, en fait, le terme de fuck, motherfucker et tout est relativement rare et choque tout le monde, quoi, en fait. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et après, ce qu'ils organisent aussi, c'est qu'ils organisent des manifestations devant des animaleries, en fait. Alors, il y a aussi, c'est assez anecdotique, mais c'est assez extraordinaire comme histoire. C'est-à-dire que même si le bouquin raconte une tragédie qui est absolument innommable, j'espère qu'il y a des moments dans le bouquin où, en fait, quand on lit, on sourit ou presque on imagine la scène, et c'est tellement absurde, incongru, que ça fait presque rire des fois, en fait. Il y a celle qui allait devenir la ministre de la confrontation chez Move, qui, en fait, apprend à connaître les Moves quand elle va dans une animalerie pour acheter des poissons rouges. Et puis, il y a des gens qui manifestent contre l'animalerie et tout. Elle trouve ça absolument grotesque. Et puis après, quand elle rentre chez elle, elle se dit, mais en fait, c'est pas con ce truc, quoi. Voilà. Et puis donc finalement, elle est convertie à Move et elle devient un membre vraiment important de Move. Et maintenant, elle est proche de Lynn Washington, qui par ailleurs est très critique de Move pour toutes sortes de raisons. Et donc en fait, leur style de vie, il est absolument toxique pour les quartiers, les 2 ou 3 quartiers dans lesquels ils ont vécu, en fait. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des rats partout, il y a toutes sortes d'animaux, et il y a en particulier des chiens. Alors ça, c'est un diagramme qui est tiré, en fait, d'un magazine étudiant de Temple University, qui vous montre, donc quand ils étaient dans le quartier de Powelton Village, qui est pas très très loin, en fait, de Temple University, donc à l'ouest du centre-ville, ils habitaient dans 2 maisons, mais il y avait une maison pour les gens de Move, il y avait une maison pour les chiens, en fait. Et si vous regardez, alors on ne le voit pas bien ici, mais je vous jure que c'est vrai, il y a une 3e colonne, et en fait, il y a grosso modo une 50aine de chiens. Donc je vous laisse imaginer, en fait, si vous êtes, même si vous êtes progressiste, même si vous êtes écolo et tout, si vous habitez à côté de ces gens-là, bah voilà, enfin, ça vous pose un vrai problème. Et donc voilà. Alors pour revenir à 85, parce que c'est vraiment ça le nœud de la question, c'est qu'en fait, ils s'installent après un premier assaut policier qui a lieu en 78 dans le quartier de Powelton Village. Donc ça, c'est la maison qui a été rasée par la police juste après l'assaut policier. Peut-être qu'on y reviendra après. C'est une histoire très complexe, mais j'espère que le bouquin est relativement clair. En fait, il s'installe donc après l'assaut policier de 78 à Powelton Village, il s'installe dans un quartier qui s'appelle Cobbs Creek, qui est vraiment à la lisière de Philadelphie, qui est juste avant qu'on quitte la ville de Philadelphie, donc à l'ouest de la ville. Et il s'installe en fait dans une maison qui est la propriété de Louise James, qui est en fait la sœur de John Africa. Et ça devient vraiment leur quartier général. Alors c'est un quartier presque exclusivement noir, mais qu'en fait, quand on est en France, quand on dit quartier noir aux États-Unis, on imagine direct un ghetto noir, en fait. Ça, c'est un peu un stéréotype qui est, enfin, tu sais ça aussi bien que moi, mais c'est vraiment ce qu'on imagine. En fait, si vous allez à Cobbs Creek maintenant, alors moi j'ai passé beaucoup de temps ces 2-3 dernières années, Cobbs Creek maintenant est relativement peu différent, même s'il y a un phénomène de gentrification, de ce qu'il était dans les années 80. Donc c'est un quartier presque exclusivement noir, mais qui est un quartier de classe moyenne, en fait. C'est un quartier résidentiel noir où les gens sont très très souvent propriétaires de leur maison. Et puis, souvent, en fait, il y a des gens qui sont relativement âgés et qui ont déjà payé leur prêt immobilier. Et donc, voilà ce qui est arrivé à leur maison, en fait. Donc, c'est effectivement assez... ça dépasse l'entendement, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que des gens du quartier de Cobbs Creek se mobilisent contre Move parce qu'il y a les nuisances, mais il y a aussi, en fait, ça, je ne l'ai pas dans les vidéos, dans les photos, c'est un peu dommage, mais en fait, ils ont installé 2 haut-parleurs sur leur maison, où en fait ils déversent leur idéologie, leur discours et tout, back to nature, pendant des heures, en fait, et des fois la nuit. Et alors en fait, alors c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait quand je vous dis ça fait rire, mais en fait on se met à la place de ces gens, on se dit mais ça devait être l'enfer et tout machin, et finalement la conséquence ça a été ça, quoi. Et donc on est un peu, voilà, ça fait marrer, mais on est un peu gêné, quoi. Et donc
ce qui se passe, c'est que voilà, donc les gens se mobilisent au niveau du quartier et tout, et enjoignent la mairie d'intervenir, ce que la mairie ne fait pas vraiment par embarras, parce que voilà, le Move leur pose un vrai problème. Et puis finalement, donc il y a une tension qui est exacerbée, et le 13 mai, il se passe ça, quoi. Peut-être préciser justement comme élément, et ça c'est ce qu'on dit dans le prologue du bouquin, c'est que, alors, sur la base d'archives, des archives, il y en a des milliers en fait sur Move, qui ont été peu exploitées finalement, mais c'est qu'en fait la police, le 12 mai, qui coïncide avec la fête des mères aux États-Unis, la fête des mères n'a pas été créée par le maréchal Pétain, soit dit en passant, c'est un autre débat. En fait, le 12 mai au matin, la police de Philadelphie intervient dans des maisons du quartier et demande aux gens de quitter leur maison, en fait, en leur disant « Vous inquiétez pas, dans 2-3 heures, vous serez revenus. » Voilà, quoi. Sauf que ces gens ne sont jamais revenus parce que leurs maisons ont cramé, en fait. Et donc, ça veut dire qu'ils ont non seulement perdu leur maison, mais ils ont perdu les photos de leur mariage, des photos de famille, la Bible, parce que ce sont des gens qui sont très pieux, qui sont protestants souvent, et qui donc ont hérité de la Bible de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et ils ont tout perdu, ces gens, en fait. Donc là, ça ajoute une autre dimension, pour le coup mémorielle, à cette question-là, quoi. Voilà. Peut-être revenir sur d'autres trucs après, si c'est pas très clair. Mais... Ouais, non, mais peut-être que juste compléter sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a donné ça, peut-être, et ça nous lance peut-être sur la question de la police ou de la violence policière. Peut-être juste, c'est effectivement un moment très tragique. Il y a les gens qui ont perdu leur maison, mais même ce qui s'est passé sur la maison de Move est tout à fait tragique. Donc peut-être revenir un petit peu sur les événements de cette nuit-là, et puis après on va déplier ce que ça vous permet de faire par rapport à toute cette histoire. Toutes les dimensions de cette histoire. Mais d'accord. Si tu veux, Oui, non, merci beaucoup de rappeler ça. Je pense que c'est fondamental. Alors, en fait, en 78, lors de la première confrontation avec la police, c'est pas une confrontation, en fait, c'est un assaut policier, parce que confrontation donne une impression de symétrie qui est trompeuse, en fait. Hein. Donc, c'est la police donc qui s'en prend directement à Move. Un officier de police, en fait, est mort. Il s'appelait James Ramp, et donc c'était un officier de police qui était en fait un desk cop, autrement dit un policier de bureau, hein, qui allait prendre sa retraite 2 mois après. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, il a voulu se retrouver vraiment sur le terrain ce jour-là. Est-ce qu'il voulait sentir le frisson de l'action avant de partir en retraite? Est-ce qu'il était raciste à un point tel qu'il voulait s'en prendre à des Noirs qui, en plus, étaient pires que des hippies, etc. Les moves, personne ne sait, en fait. Toujours est-il que James Ramp, en fait, est devenu une sorte de martyr pour la police, une sorte de héros, à tel point que dans des associations de police de Philadelphie maintenant, en fait, on voit des cadres souvent avec James Ramp, en fait, qui est devenu une sorte de martyr, et voilà. Et donc la police veut vraiment se taper les moves, quoi. Ça, c'est un élément qui est vraiment important à prendre en compte. Et il y a une dimension, bien évidemment, très très forte de racisme systémique là-dedans. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est aussi le fait que la police contacte le FBI pour obtenir des explosifs et va faire absolument n'importe quoi avec les explosifs. Enfin, il y a un côté pied nickelé, il y a un côté 7e compagnie, mais avec des conséquences vraiment tragiques qu'il faut prendre en compte. C'est pas que un truc qui est lié à du racisme systémique, c'est la conjonction entre effectivement un racisme systémique enraciné à Philadelphie avec des méthodes policières extrêmement violentes, hein, notamment quand Frank Rizzo donc, était maire de Philadelphie, un ancien policier en 78. En 85, c'était plus Frank Rizzo, c'était un autre maire. Mais voilà, ça c'est profondément enraciné, mais le côté pied nickelé, 7e compagnie, il est important à prendre en compte. Et ce qui se passe aussi en 85, c'est que la police de Philadelphie se pointe pas avec une bombe et la lâche, en fait. Commence à partir de 5h du matin à tirer à balles réelles sur la maison qui abrite les Moves. Comme les Moves avaient anticipé une confrontation, ils se sont barricadés avec de l'acier, du fer, absolument partout. Enfin voilà, leur maison est très 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 solide. On voit des statistiques ici qui émanent de la police, en fait, hein, du type d'armes qui étaient utilisées, des munitions dont ils disposaient, et puis des munitions qu'ils ont utilisées. Hein. Tout ça, c'est dans les archives, en fait. Et alors là, c'était marrant avec Lynn Washington, parce qu'il m'expliquait le type d'armes que c'était, les mitrailleuses, les machins. Et en fait, moi, étant français, je sais que dalle sur les armes. Et lui, il me disait, bah ouais, si, machin. Enfin bon, après, j'ai réalisé qu'il avait lui-même plusieurs armes, mais c'est le truc tout à fait normal aux États-Unis. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a ça. Et en fait, puisque la police n'arrive pas en fait à faire sortir ou à tuer des gens de Move dans la maison,
il y a une sorte d'escalade, il y a des tonnes et des tonnes d'eau avec des canons à eau qui sont déversés sur la maison. Et puis, vers 17h, effectivement, cette bombe qui est lâchée. L'autre élément qui est vraiment à prendre en compte et qui est très important, c'est que les gens de Move, et ça c'est pareil, je ne l'ai pas en photo, mais ça aurait été bien de l'avoir, les gens de Move ont construit en fait un mirador en bois, une structure en bois, mais qui est renforcée par de l'acier en fait derrière, qui leur permet de voir ce qui se passe autour de la maison. Sauf que les policiers à Philadelphie, mais partout aux États-Unis, sont obsédés par ce truc-là, parce que ça leur fait penser en fait à cette idée un peu mythique selon laquelle pendant les émeutes des années 60, ce qu'on appelait les émeutes raciales des années 60 aux États-Unis, il y aurait eu en fait des snipers noirs qui tiraient depuis les toits des bâtiments et tout, ce qui est une idée qui est complètement fausse, sauf apparemment pour une ville comme Détroit, où là, effectivement, c'est ce qui s'est sans doute passé. Et ça a été très, très largement relayé par les médias. Enfin, on voit ça dans des archives de télé très, très facilement, ABC, CBS. Enfin, c'est un truc constant. Puisqu'on est dans une librairie, j'en profite pour parler de Philip Roth, puisque si vous... alors, pas sûr que Philip Roth aurait passé assez facilement le passage MeToo, mais bon, c'est sans doute pareil pour Flaubert, donc voilà. Toujours est-il que dans American Pastoral, dans la pastorale américaine, à un moment donné, il y a un passage qui est assez éclairant en fait, où donc le personnage principal, qui s'appelle Leivov, je pense, sa fille est devenue une terroriste, Black Panther et tout, et en fait, lui, il a une sorte d'hallucination où il imagine Angela Davis avec sa fille, et puis il a une sorte d'hallucination avec des snipers noirs qui tirent depuis les toits et tout. Et ce qui est assez génial dans le bouquin de Philip Roth, c'est qu'on n'arrive jamais à dire si Philip Roth y croit ou pas, en fait. Donc voilà, mais ça participe quand même de ce mythe. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Précisément parce que la police a surévalué de manière assez ahurissante l'importance stratégique de ce mirador, quoi. D'ailleurs, en n'utilisant jamais un terme qui pourrait équivaloir à mirador en anglais, mais ils disent un bunker, en fait, un bunker. Sauf qu'un bunker, à la fois en langue française et en langue anglaise, c'est un truc sous la terre, quoi, en fait. Et là, voilà, pour le coup, c'était pareil, hein, c'est le côté pied nickelé, voilà. Mais ça, c'est fondamental, parce que c'est quand même ce qui explique assez largement la question de la bombe. Et il faut aussi insister sur le fait qu'il y avait des jerrycans de kérosène, en fait, qui étaient installés sur le toit. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, la maison a brûlé. Et après, donc, le chef de la police a ordonné aux pompiers qui étaient sous ses ordres, en fait, hein, de, je cite, « let the fire burn », laisser le feu brûler comme une sorte d'arme stratégique avec des conséquences tragiques pour 2 ou 3 rues aux environs. Donc précisément, les gens qui s'étaient mobilisés contre Move ont vu leur maison cramer, en fait, et en plus ont appris après qu'en fait, dans cette maison, avaient péri 11 personnes, dont 5 enfants. Donc se sont imaginés vraiment coupables, d'une certaine manière, d'avoir occasionné la mort de 5 enfants, qui étaient bien évidemment innocents, quoi. C'est une réponse très longue, mais bon, bref, c'est une histoire qui est très, très labyrinthique, vous l'aurez compris. Ouais, mais merci beaucoup, parce que ça permet de poser un petit peu l'événement fondateur, pas prétexte au sens superficiel, mais qui voilà, nous vous donne l'occasion de faire tous ces développements dans le livre. Et il y a plein de thématiques que vous abordez. Tu as déjà évoqué cette question d'intersection entre la question raciale et la question écologique, rapport à la nature. On y reviendra peut-être après, mais peut-être déjà placer peut-être ce que tu as à dire sur où on en est sur la question raciale dans les années 80 aux États-Unis, et en particulier une des choses que vous montrez, c'est que Philadelphie, c'est pas l'endroit par excellence c'est un peu un angle mort, ou en tout cas un endroit pas forcément très facile à penser sur la question raciale, parce que on est dans le nord, peut-être plutôt dans le sud du nord, mais et sur la question urbaine, et aussi sur la question qui est intéressante de l'histoire urbaine, tu l'as un peu évoqué, des quartiers noirs, de la gentrification. Il y a la question de la place de l'université. Donc peut-être nous dire un peu en quoi c'est intéressant finalement de regarder Philadelphie en 1985 quand on s'intéresse à la question africaine-américaine, si ça a du sens. Alors, oui, tout à fait. Alors trois éléments finalement dans ma réponse, quoi. Un premier élément qui est géographique, un deuxième élément qui est historique, un troisième élément qui est lié à l'institution université, quoi. Peut-être commencer par la troisième, ça va être plus simple. En fait, ce qu'on ne sait pas en France, et qu'un grand nombre d'Africains-Américains savent aux États-Unis, mais pas nécessairement des personnes blanches, c'est que le monde des universités aux États-Unis est une
les institutions universitaires aux États-Unis sont une vraie puissance immobilière qui génère des bénéfices sur la ségrégation résidentielle en fait. C'est-à-dire qu'un très très bon exemple est fourni par l'université de Chicago, par exemple, dans les années 20 et 30, puisque l'université de Chicago va publier des recherches en matière de sociologie urbaine qui sont pionnières, qui sont très 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 importantes, au moment même où justement l'université de Chicago génère justement des revenus immobilier à travers la possession de segments entiers, de quartiers noirs, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, on le voit effectivement à Philadelphie à travers donc une université qui est UPenn, hein, pour la petite histoire. Je suis pas sûr qu'on en parle dans le bouquin d'ailleurs. C'est sans doute un problème. Enfin bref, Monsieur Donald Trump a fait ses études à UPenn dans une école dans une sorte de business school en fait à UPenn. Je suis passé devant cet automne, il n'y a pas de plaque ici à étudier Donald Trump, machin. Bref, et donc en fait UPenn envisage de UPenn et puis Drexel qui est à côté, donc deux universités. UPenn fait partie de la Ivy League, autrement dit c'est une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses aux États-Unis, et donc envisage de s'étendre et donc va empiéter sur un quartier qui est qui est presque exclusivement noir en fait, et qui est un des quartiers finalement les plus pauvres des États-Unis, qu'on a appelé the bottom ou the black bottom. Alors après, c'est un terme qui est pas très très original parce qu'il y a d'autres quartiers aux États-Unis qui s'appellent bottom ou black bottom, en particulier à Détroit, mais c'est pas la seule ville. Pareil, on est dans une librairie, donc on emprunte 2 ou 3 éléments à des romans de Toni Morrison en fait, qui expliquent ça en mode fictionnel, fictif. Et donc ça c'est un premier truc. Vraiment, l'université participe de la gentrification, mais aussi génère des revenus liés effectivement à la ségrégation résidentielle. Premier élément. Deuxième élément, qui est un autre élément plus général et géographique, c'est vraiment insister sur le fait que, et moi ça je suis vraiment je trouve que c'est extrêmement important d'insister là-dessus, c'est qu'en fait les États-Unis, notamment pendant la période de guerre froide, ont été très très forts pour générer l'idée à l'étranger que le racisme est une sorte d'anomalie régionale. Le racisme, c'est un truc pour les cutéreux racistes du vieux Sud, Mississippi, Alabama. Et ça, on le voit à travers le cinéma, d'ailleurs. On voit, dans La chaleur de la nuit, même récemment, Green Book, ce genre de film. Ouais, j'ai aucune critique à faire à Green Book, je trouve que c'est un super film, mais c'est un film qui dépeint le racisme comme étant vraiment lié au vieux Sud. Philadelphie, bien évidemment, est une ville qui n'est pas dans le Sud, et la question raciale s'y pose. Le racisme est aussi systémique qu'ailleurs, mais il prend des formes différentes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le racisme, en fait, systémique à l'encontre des Africains-Américains, principalement, se déploie sur tout le territoire des États-Unis, mais de manière extrêmement différente, en fait. Ça, c'est vraiment extrêmement important à prendre en compte. Même des villes qu'on associe à des... qu'on imagine être des sortes de lieux progressistes aux États-Unis, Portland dans l'Oregon, par exemple, où moi j'avais été prof invité à Denver en 2017-2018, en fait la question raciale se pose de la même manière, de manière aussi intense que dans des villes du vieux Sud, mais c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins in your face, qu'on dirait. Voilà. Ça c'est un autre élément. L'autre élément donc historique par rapport aux années 80, c'est que les années 80, c'est là où justement on emprunte des trucs à la pop culture, machin, c'était assez fun de faire ça. Puis c'est aussi un truc stratégique par rapport au livre, parce que l'histoire est tellement tragique que si on peut faire des références de temps en temps à la pop culture, ça peut permettre de respirer en fait dans la lecture du bouquin. En fait, c'est la décennie de l'aveuglement à la couleur, quoi. Donc on dirait color blindness aux États-Unis, c'est la décennie Reagan. Alors même si effectivement Reagan a commencé à faire campagne en envoyant des signaux très très clairs, des signaux positifs aux tenants de la suprématie blanche, pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est un fait établi. Les années 80, c'est Michael Jackson, c'est Prince. Donc Michael Jackson et Prince sont écoutés à la fois par des Noirs et par des Blancs. Et puis, c'est les comédies avec Eddie Murphy, en fait, où on ne parle pas de questions raciales, ce genre de choses. Et donc, Move la répression de Move en 85 s'insère en fait dans cette décennie où finalement, alors on cite, la psychologue Beverly Tatum dans le bouquin qui s'appelle
alors je vous le traduis en français. Pourquoi les Noirs s'assoient tous ensemble, s'assoient tous ensemble dans la cantine ou je sais pas quoi, qui fait référence à une sorte de communautarisme noir, hein, ou de séparatisme, comme dirait Monsieur Macron, n'est-ce pas? Et donc, quand elle introduit son bouquin dans le prologue de son bouquin, elle dit voilà, quand j'ai commencé à enseigner la question raciale et tout en tant que psychologue, en tant que prof de psychologie, au milieu des années 80, il y a un étudiant qui est venu me voir et qui m'a dit on va parler de quoi au semestre prochain et tout. Et puis elle a répondu on va parler de racisme. Et donc l'étudiant, quand il est en 85-86, lui a demandé ah bon, il y en a encore du racisme ici? Et donc c'est une question qui est vraiment typique en fait des années 80, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement la décennie par excellence de la colorblindness. Voilà. Merci beaucoup. Plein d'autres questions, promis, vous aurez aussi vos questions, mais d'abord, j'ai le privilège de pouvoir le faire. Moi, j'ai aussi une autre question de contexte par rapport au contexte un peu antérieur, mais qui est toujours actif là, et où vous y faites référence dans le livre, de la contre-culture. Et qui rejoint un peu celle de la question de l'écologie radicale. Vous dans le livre, vous mentionnez, vous évoquez la figure de Charles Manson comme comparaison de John Africa, et donc ça montre aussi un côté plus ambigu, moins peace and love de la contre-culture que celui qui est couramment mis en avant. Est-ce que tu veux développer un petit peu sur évidemment vous avez des développements aussi sur la question du leader charismatique. Vous citez le livre de Julie Pagis sur le prophète rouge, et donc voilà, je te lance là-dessus sur cette question de la contre-culture et du revers de la contre-culture aussi dans cette période postérieure aux années 70. Ouais, alors en fait, si on veut schématiser, la question de la contre-culture, elle est vraiment associée en fait aux années 70. Et puis la question de l'aveuglement à la couleur, la color blindness, c'est plutôt les années 80, en fait, la décennie d'après. Et donc, dans les années 70, alors le parallèle avec le bouquin de Julie Pagis, là, Le Prophète Rouge, est opératoire dans le sens où ce sont souvent des gens qui sont déçus des années 60, en fait. Qui se disent, on pensait qu'on allait changer le monde et tout dans les années 60, en particulier en 68. Hein. Bon, on a une lecture très, très franco-chauviniste de 68, hein, mais l'année 68 est une année d'ébullition révolutionnaire, et puis de la contre-culture dans plein d'endroits du monde. Hein. C'est pas que mai 68 qu'on comprend d'ailleurs très mal en France. Enfin, bref, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Et donc, en fait... dans ce quartier donc de Powhatan Village, qui est ce quartier-là, il y a beaucoup de gens qui sont finalement des tenants de la contre-culture. Il y a beaucoup d'universitaires, de leaders associatifs, hein, et qui vont donc enseigner, par exemple, dans les universités environnantes, et qui, au départ, accueillent les moves, en fait. Puisqu'ils ont un style de vie alternatif et tout. Au départ, ils sont très, très bienveillants vis-à-vis des moves. D'ailleurs, en fait, les moves vont s'installer, John Africa et puis un certain nombre de membres vont s'installer, en fait, grâce à une sorte de main tendue par une association de résidents, en fait, du quartier de Powhatan Village. Et assez vite, en fait, ils vont déchanter pour des raisons liées à leur style de vie toxique, mais aussi par rapport à la violence de Move, en fait. Ils sont intimidés par Move. Il y a des fois, je sais pas moi, des gens qui vont aller les voir en leur demandant de payer, je sais pas moi, les factures d'électricité, les factures d'eau, ce genre de choses. Et puis leur demander, mais vous avez combien d'enfants, en fait? Est-ce que les services sociaux pourraient pas intervenir, machin? Enfin, ils se font... Voilà, ils sont intimidés, il y en a qui sont frappés. Enfin, il y a vraiment le recours à la violence physique. Et donc, il arrive un moment, effectivement, les gens du quartier vont se mobiliser contre Move relativement vite, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais raccrocher Elaine Washington. S'il était physiquement présent aujourd'hui, on aurait dû faire une rencontre qui aurait duré 3 heures. Enfin bref. Mais tout ça pour dire qu'en fait, lui, ce qui est assez hallucinant avec son itinéraire personnel, c'est que lui s'installe dans le quartier de Powhatan Village, juste en face du quartier général de Move, avant que les Moves existent, en fait. Donc il loge, il loue un appartement juste en face, et il croise un type. Alors ça, il le dit dans le bouquin, c'est assez marrant. Hein. Il croise un jeune noir un peu en rupture de banc et tout, qui ressemble peu ou prou à ce qu'on appellerait maintenant en France un punk à chien africain-américain, quoi, avec 3 ou 4 clébards qui puent et tout. Et puis il se dit mais c'est qui ce mec et tout. Et puis alors le type invite Len Washington en lui disant
n'aie pas peur, les chiens vont rien te faire et tout. Et puis alors Lynn se dit, mais en fait non, moi j'ai pas peur des chiens, c'est plutôt toi qui me fais peur, quoi. Et en fait 4 ou 5 ans après, et ça dit quelque chose du leader charismatique, 4 ou 5 ans après, il se balade autour de la maison des Move, donc à Carlton Village, et en fait il voit plusieurs militants qui sont en train de prendre des notes et qui sont en train d'écouter religieusement un type dont il se dit, mais je le connais ce mec. Et en fait c'était ce fameux punk à chien de 4 ou 5 ans avant, quoi, qui était devenu vraiment un prophète, qui était devenu un leader révolutionnaire. Et là, pour le coup, effectivement, on emprunte à la fois au bouquin de Julie Pagis, qui elle-même emprunte à des écrits classiques en fait, de Max Weber sur le leader charismatique. Et finalement, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas très, très surprenantes, quoi. En termes d'identité de genre, en fait, un leader charismatique est un homme, pas une femme. En termes générationnels, puisque un leader charismatique est généralement à une génération et au moins 20 ans ou 25 ans plus âgé que les membres du groupe, c'est également le cas. Enfin, il y a toutes sortes de trucs qui font que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a une certaine logique là-dedans. Donc voilà, juste pour revenir à Carlton Village et puis la contre-culture et tout, ce sont des gens qui effectivement déchantent. Et l'autre élément aussi, c'est que les tenants de la contre-culture aux États-Unis qui ont des styles de vie vraiment très très alternatifs, on va dire, la plupart, à l'image de ce qui s'est passé en France, finalement, pensons, je sais pas moi, des petites communautés dans les Alpes d'Haute-Provence, dans la Drôme ou en Ardèche et tout, ce sont des gens qui vont s'installer au milieu de nulle part, quoi, normalement. Ils vont s'installer dans une petite ville, ou je sais pas moi, dans le Wyoming, ou dans l'Idaho, ou dans l'Utah, enfin voilà. Sauf que là, ils s'installent, en fait, enfin, c'est pas qu'ils s'installent, mais ils sont issus de Philadelphie, et pour eux, leur mouvement ne peut exister qu'à Philadelphie, quoi. Alors bien évidemment, en termes de style de vie, ça a des conséquences qu'on a déjà décrites, quoi. Là, j'ai 2 points de bifurcation, mais je vais en choisir un et après j'enchaînerai sur l'autre. Parce que tu as évoqué la dimension de genre avec la question du leader charismatique, et c'est une question que vous développez dans le livre, à la fois la question de la place des femmes et de l'émancipation des femmes, où finalement vous mentionnez l'exemple d'une femme qui, en fait, en voyant l'exemple de ces femmes sûres d'elles, empowered, etc., c'est plutôt positif, et en même temps, bon, comme tu l'as dit, leader charismatique qui est plutôt un homme, et voilà cette relation homme-femme qui est problématique. Et puis vous développez aussi, pardon, je dis tu, mais c'est vous êtes les 2 auteurs, sur la question de la masculinité, notamment en rapport avec Rizzo, je crois, et avec les policiers. Donc est-ce que tu veux développer un peu sur cette dimension de genre que vous avez vue dans cet événement, dans cet épisode? Ouais, alors comme on est 2 hommes, en fait, on n'a pas été hyper sensible à cette notion de genre, et on aurait pu la développer davantage. Mais alors, s'agissant de la masculinité, effectivement, on a un maire donc italo-américain, ouvertement raciste, alors démocrate, mais ça, démocrate, dans des grandes villes aux États-Unis, la couleur politique, l'appartenance partisane n'a pas grand sens, en fait, en particulier dans des villes comme New York, Chicago, Philadelphie. Et donc, c'est un type qui est effectivement ouvertement raciste et tout, et qui va vraiment performer en public la masculinité contre Move, quoi, grosso modo. Alors ça, c'était assez marrant parce qu'en fait, j'ai dû expliquer à Lynn ce que ça voulait dire et tout. On emprunte en fait de façon délibérée une ou des déclarations qui étaient faites par Nicolas Sarkozy, en fait, notamment sur les racailles et tout. On imagine Frank Rizzo qui dirait en fait donc les racailles, je vais vous en débarrasser. Enfin, vous voyez cette déclaration de Sarkozy que voilà, donc j'ai dû expliquer à Lynn, ouais, j'aimerais bien faire ça, machin. Donc ça l'a fait marrer. Et donc il y a cette sorte effectivement de performance de la masculinité, voilà. Ce qui s'est passé également, c'est que Frank Rizzo s'en est pris aussi violemment à des membres des Panthères Noires aux États-Unis, en fait. Et alors les Panthères Noires n'étaient pas hyper activement implantés. Enfin, Philadelphie n'est pas un centre névralgique du mouvement des Panthères Noires, contrairement à une ville comme Oakland, par exemple, à côté de San Francisco. Mais en fait, il a arrêté des membres des Panthères Noires, en fait, qui étaient des jeunes militants. Il a invité les médias. Il les a fait se dessaper, en fait. Ils étaient en slip comme ça contre le mur, et il a fait photographier ça par les médias et tout, vraiment dans un but d'humiliation, en fait, hein. Donc il y a tout un travail qui est fait dans le bouquin, j'espère, sur la question des corps noirs et qu'est-ce que ça fait quand on les photographie, et voilà. S'agissant de la question du genre, maintenant, effectivement, enfin, en termes de inégalité homme-femme et tout, on aurait pu davantage investiguer cette question-là. Mais
la manière de vivre des Moves et puis voilà leur style de vie, leur code fait que les femmes sont reléguées effectivement à un rang vraiment subalterne en fait à l'intérieur des Moves, même si, comme tu l'as dit fort justement, il y a en fait des jeunes femmes qui en fait sont presque exclusivement africaines-américaines. Hein. Il y a quelques membres blancs de Move, mais c'est vraiment voilà, 1 sur 10 ou 2 sur 10. Donc sentent qu'elles peuvent être valorisées en fait, non pas nécessairement en tant que femmes, mais c'est justement là où une lecture qu'on qualifierait de intersectionnelle est vraiment importante. Elles se sentent valorisées en tant que personnes noires en fait à l'intérieur de Move. Voilà, donc ça c'est un truc qui est important. Il y a notamment ce témoignage d'une femme qui est interrogée par la presse après donc 1985 et qui dit voilà, moi j'ai toujours été timide. Et en fait, à l'école, moi, le mois que je détestais vraiment, c'était le mois de septembre parce que ça allait être la rentrée scolaire. Et moi, à l'école, j'osais jamais m'exprimer, j'étais hyper timide, j'ai hyper emprunté et tout. Mais à l'intérieur de Move, on m'a toujours invité à prendre la parole, à avoir confiance en moi et tout. Donc en fait, c'est pas tant en tant que femme, mais en tant que effectivement personne donc africaine-américaine dans un système scolaire qui est très très largement défavorable en fait à la composante africaine-américaine de la société aux États-Unis quoi. Donc voilà, c'est un peu. Je pense que c'est un truc qu'on aurait pu davantage investiguer et je pense que c'est lié au fait que ce sont 2 hommes en fait qui font le bouquin quoi. Voilà. Ah ouais, bon, c'est effectivement évoqué et du coup je pense que c'est une bonne transition sur ma deuxième bifurcation donc sur la question de la place de l'Église et de la religion. Vous en parlez un petit peu sur ce rôle, et je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles aussi, même pour la France, sur cette question du rôle des églises, des communautés religieuses, de la ferveur religieuse aux États-Unis, et en particulier pour l'émancipation des personnes africaines-américaines. Et on n'est pas ici dans le cas d'une église organisée, mais la question de l'église organisée est différente aussi aux États-Unis. Est-ce que tu veux un peu développer sur voilà, quelle piste ça permet d'ouvrir, d'avoir cette réflexion assez différente sur la place de la religion et des églises aux États-Unis? Ouais, effectivement, c'est une bonne question, surtout à poser en France, en fait. Je pense que voilà, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, la question se poserait pas dans les mêmes termes. Ou en tout cas, il ne faudrait pas faire un certain nombre de rappels ou de descriptions. En fait, peut-être commencer par, même si ça peut sembler un peu étrange, mais il y a eu un phénomène de ce qu'on appelait la grande migration, en fait, the Great Migration, qui fait qu'en quelques décennies, en fait, environ 6 millions de Noirs donc issus du Sud sont allés ailleurs aux États-Unis, en particulier dans le Nord. Et donc, en fait, ils ont des pratiques religieuses qui relèvent de ce qu'on appelle, par exemple, des storefront churches, donc en fait des églises qui sont vraiment avec pignon sur rue, en fait, avec un certain nombre de célébrations religieuses qui ont directement, qui empiètent directement sur l'espace public, en fait. Et ça se retrouve en fait dans pas mal de villes dans le nord des États-Unis, en particulier Philadelphie, en fait. Notamment dans les quartiers de West Philadelphia. Donc West Philadelphia, c'est pas un quartier, hein, c'est je sais pas moi, 15-20 quartiers, enfin c'est énorme en fait comme espace urbain. Et donc voilà, donc ça c'est un premier élément. Et effectivement, un certain nombre de pratiques religieuses qui sont voilà, inspirées ou qui trouvent leur jeunesse dans le vieux Sud. Et l'autre truc qui est vraiment important, c'est qu'en fait, il y a aux États-Unis une très très forte intériorisation de la notion de liberté religieuse. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu différent, c'est qu'en fait, lorsque vous avez des mouvements qui sont ouvertement islamophobes aux États-Unis et qui veulent interdire la construction d'une mosquée, ils vont pas invoquer la laïcité ou quoi, comme on le ferait en France, hein, laïcité d'interdiction. Ils vont invoquer en fait le fait que l'islam n'est pas une religion, que l'islam est une idéologie, puisque aux États-Unis, la croyance dans la liberté religieuse est tellement forte qu'en fait, si on s'accorde sur le fait que l'islam est une religion, il n'y a aucun problème dans la construction de mosquées. Donc en fait, ce que vont faire les Moves, notamment dans le cadre de procès au tribunal, c'est de dire nous, on réclame la liberté de pratiquer notre religion. Autrement dit, si nous, vu de l'extérieur, on se pose la question de savoir si est-ce que Move c'est une secte ou pas, eux utilisent leur identité religieuse justement comme argument pour pouvoir
pratiquer, pour pouvoir vivre avec leur style de vie extrêmement toxique pour la communauté, en toute quiétude, quoi. Alors dans le bouquin, on aurait peut-être pu aussi faire ça davantage, mais en fait, j'ai eu un certain nombre d'entretiens avec des gens dans le quartier, en fait. Donc je me suis baladé à Cobbs Creek là maintenant, là, donc le lieu où il y a eu la bombe. En fait, c'est juste à côté d'un parc. Et la première fois que je suis allé, c'était en plein été. Donc en fait, souvent, je squattais près du parc et tout. Puis je voyais des gens arriver, machin. Donc je posais des questions. Quand c'était des personnes âgées, je leur posais des questions sur leurs souvenirs de Move. J'essayais de pas être trop intrusif parce que c'est une question qui est très traumatique. Mais il y a eu notamment une personne, je pense que son pseudonyme c'est Brenda dans le livre, que je croise en fait un dimanche matin quand elle va donc dans un service, puisqu'on dit pas messe, un mass en anglais, on voit à la religion catholique et pas protestante. Et donc il y a une super église protestante qui pas très très loin, qui draine des gens de loin, voire de très très loin. Et en fait, lorsqu'elle va donc à cet office religieux, on parle ensemble, elle m'emmène, alors finalement je vais avec elle, machin, c'est vachement intéressant. Et elle me parle le Move en disant, mais en fait je vois pas en quoi c'est un problème, c'était juste des gens qui voulaient pratiquer leur religion, quoi. Et donc, alors il faut savoir que quand Move, dans les années 80, elle habitait dans le quartier, mais elle habitait relativement loin, pour ne pas être embêté par le style de vie toxique des Move et puis leur haut-parleur et tout. Mais c'est quand même en fait une opinion qui est assez souvent présentée comme argument pour défendre les Move maintenant. L'autre argument, alors là je réponds pas à ta question, désolé, mais l'autre argument qui est fréquemment présenté, c'est un argument qui va présenter les Move comme un mouvement révolutionnaire africain-américain. Ce qu'ils ne sont pas, en fait, puisque, alors on n'a pas encore parlé, mais toute la galaxie du mouvement pour les droits civiques, depuis des gens qui seraient proches de Martin Luther King jusque les Panthères Noires, sont des gens qui sont critiques de Move, et Move eux-mêmes, en fait, sont très, très dogmatiques. Hein. Et là, il y a une notion de fanatisme, un petit peu justement comme dans une secte, avec une sorte de lien direct au divin ou je ne sais quoi, qui fait que les Move, en fait, ont énormément de mépris en fait pour le mouvement pour les droits civiques, quoi. Néanmoins, il y a des membres individuels de Move, par exemple, un bon exemple c'est Delbert Africa. Delbert Africa, c'est lui. On va y arriver. Ouais, c'est lui, Delbert Africa. Donc lui, en fait, c'était un membre important des Panthères Noires à Chicago. Il s'est retrouvé en rade une fois à Philadelphie et tout, et puis il a mordu à l'hameçon de Move, et donc en fait, il est devenu un membre important de Move, en fait. Voilà. Et là, c'est une photo, et puis il a été tabassé par la police en 1978, qui est un des premiers moments dans l'histoire des États-Unis où, en fait, bien avant George Floyd, bien avant Rodney King, on a eu effectivement cette illustration extrêmement choquante, en fait, du racisme systémique de la police. Mais pour revenir à ta question, effectivement, cette question de liberté de religion, elle est vraiment cruciale. Alors, on emprunte à un bouquin qu'on n'a peut-être pas assez mobilisé dans le livre, qui est publié, donc c'est un bouquin universitaire qui est publié chez Oxford University Press, qui voit Move vraiment comme une religion, quoi, en fait. Donc voilà, j'ai un peu échangé avec l'auteur et tout, on emprunte quelques trucs au bouquin, mais pour le coup, là, Len et moi, on n'avait pas vraiment le même positionnement. Moi, j'étais prêt à investiguer davantage cette question, à creuser davantage cet élément. Et puis lui, Len, il est beaucoup plus critique en fait de Move. Et voilà. Après, il y a aussi la question de la longueur du manuscrit, du prix du livre. Voilà. On voulait pas que ce soit un bouquin qui fasse 400 pages. Le Seuil aurait fait la gueule. Voilà. Oui, la taille est tout à fait raisonnable. J'ai encore une ou deux questions pour finir cet entretien entre nous avant qu'on vous laisse la parole. C'est un peu une cue pour que vous commenciez à penser aux questions que vous voulez poser. Moi, j'en ai encore, donc au pire, je saurais continuer à cuisiner notre auteur, mais je trouve ça chouette si on arrive à ouvrir la discussion. Peut-être justement pour s'acheminer vers une sorte de clôture, enfin pas de clôture du sujet, on peut pas le circonscrire, mais il y a quelques chapitres et quelques passages où vous parlez un petit peu de la mémoire et des suites de l'événement, à la fois de l'événement précis, et puis même vous parlez de la décommémoration autour de Rizzo. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les suites? Bon, il y a aussi un chapitre hallucinant sur la question des restes humains, avec le chapitre sur le musée. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais c'est vraiment voilà, assez voilà, incroyable. Mais voilà, sur la question de la mémoire, de la postérité, des suites de cet événement à Philadelphie et au-delà si besoin.
Alors, je vais pas parler des détails du chapitre qui s'appelle le musée, parce que je pense qu'on n'a pas trop de temps, et puis il y a une sorte de montée en tension à la fin du bouquin, il y a 2-3 trucs qui sont révélés, même si ce sont des choses qui sont connues, donc on essaie de constituer ça un peu comme un thriller, je le dis à la française. Donc pas de spoiler. Voilà, bref, mais donc en fait, ce qu'on essaye de faire à la fin du chapitre le musée, c'est tellement déprimant que on enclenche sur un truc qui, de fait, est plutôt encourageant, puisque donc il y a une prof de collège qui s'appelle Karen Falcon, qui est une femme blanche qui a toujours vécu dans des quartiers noirs, en fait, à Philadelphie et à New York, et qui a demandé à ses élèves de collège de faire des exposés, en fait, sur les violences policières et tout. Donc elle est prof dans une école exclusivement noire qui s'appelle Jubilee School. Et en fait, les élèves sont tombés sur Move et sur La Bombe. Ils habitent dans un quartier qui n'est pas très très loin, et puis ils ont tous halluciné, quoi. Ils se sont dit, mais ce truc, on n'en a jamais entendu parler, mais c'est scandaleux, machin. Et donc en fait, ils se sont mis à se mobiliser avec la prof, mais c'est surtout un truc d'élèves en fait pour en fait ériger une plaque commémorative, préférablement dans la rue où effectivement le largage de la bombe a eu lieu. Et donc en fait, ça donne cette plaque là qui a été inaugurée. Et en fait, on a eu des entretiens avec Karen Falcon et puis un ancien élève à elle qui s'appelle Nigel. Là, pour le coup, on donne son vrai nom. Et en fait, on a eu accès aux échanges de mails avec la commission mémorielle qui s'occupe des plaques en fait pour la ville de Philadelphie. Et en fait, la plaque est très très bien. Enfin, l'existence de la plaque c'est très très bien, mais le texte est particulièrement discutable. En l'occurrence, la référence à a conflict, an armed conflict, un conflit armé. Un conflit armé donne bien l'impression d'un truc symétrique et tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc voilà, on s'interroge là-dessus. Est-ce que c'est bien d'avoir une plaque ? Si oui, qu'est-ce qui doit être écrit dessus ? Et puis, où la plaque doit-elle se trouver, en fait ? Puisque la plaque, elle n'est pas dans la rue elle-même, elle est à côté de la rue parce que les gens du quartier n'en voulaient pas. Et puis aussi, elle est placée dans une situation géographique où il y a beaucoup plus de gens qui passent, sauf que c'est deux voies d'un côté, deux voies de l'autre. Les gens passent en bagnole, en fait. Donc, bien évidemment, je sais pas, je pourrais faire un sondage ici, mais quand vous conduisez une voiture et que vous avez une plaque mémorielle, vous n'allez pas ralentir en vous demandant qu'est-ce qui est écrit dessus et tout, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc. On termine le chapitre le musée là-dessus. Et puis sur Frank Rizzo, ça c'est une autre question mémorielle qu'on évoque au chapitre qui s'appelle justement la statue, où on pose la question de l'existence de cette statue, en fait, de Frank Rizzo, donc le maire démocrate italo-américain ouvertement raciste, qui a été construite en 98 et qui a été retirée en 2020, en fait. Et la question qu'on pose, j'ai pas de réponse, mais bon, je pense que c'est une question qui est intéressante, c'est que y a-t-il dans des grandes villes qu'on va appeler occidentales, pour aller très vite, une statue dont la durée de vie a pu être aussi courte, en fait. Alors, c'est une question qui est ouverte. Vous allez peut-être me dire, ouais, dans telle ou telle ville. Mais c'est super subjectif parce qu'en fait, moi, quand je dis ça, j'ai un point de vue de Français blanc, quoi. Et Len Washington me dit, mais tu te fous de moi ou quoi ? 22 ans, c'est beaucoup trop, en fait. Ça aurait dû durer beaucoup moins longtemps. Et l'autre truc aussi sur lequel on insiste, alors là, on voit, c'est Trump, en fait. Donc, il y a eu et donc, c'était pendant le premier mandat de Trump. En fait, ça beaucoup fait parler. Et il y avait aussi une fresque, puisque ça, en fait, c'est un truc qui est intéressant à prendre en compte. Philadelphie est la capitale mondiale des fresques, en fait. C'est une ville où il y a finalement assez peu de touristes, mais il y a des fresques extraordinaires partout dans la ville, quoi. C'est vraiment sublime, quoi. Et donc, il y avait une fresque de Frank Rizzo, jusqu'à ce qu'elle soit vandalisée de façon fréquente, et qu'en fait, le propriétaire de la maison fasse intervenir les services de la mairie. Et maintenant, si vous y allez, c'est un mur beige, en fait. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Et ça dit aussi quelque chose, justement, de la transition ethnique ou raciale d'un certain nombre de quartiers, puisque ça, c'était avant un quartier italo-américain. Et sauf que les Italo-Américains sont allés ailleurs. Et maintenant, c'est un quartier surtout mexicain, en fait. Donc quand on est mexicain, ce type-là, on ne sait pas qui c'est, on s'en fout. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Et ouais, c'est un truc intéressant aussi. Donc vous développez un tout petit peu aussi, un peu dans le livre sur cette question de la catégorie blanche, en fait, de la blanchité, ouais. Et en fait de la diversité ethnique et de la question des vagues d'immigration et donc ça explique aussi Of the Pigs, et vous expliquez un petit peu ce que c'est que ce Pigs, et je sais pas si tu veux revenir rapidement là-dessus, on a pas forcément très longuement, mais expliquer aussi cette question de la complexité un peu tu veux de l'eau ouais, la complexité raciale et cette question de la blanchité conditionnelle, en fait, et acquise
dans ce pays d'immigration. Oui, alors là, off the peg, c'était vraiment le peg, c'est la rhétorique qui est utilisée notamment par les panthères noires et tout. Les pegs, c'est vraiment les policiers en fait. Hein. Mais effectivement, nous on parle des pegs qui sont un acronyme en fait, qui sont un acronyme pour parler d'autres blancs qui ne sont pas des WASPs en fait, des White Anglo-Saxon Protestants. En fait, le terme d'ailleurs de WASP est le seul terme qui en anglais va mobiliser la catégorie de anglo-saxon. Parenthèse ouverte, en France, on parle tout le temps des anglo-saxons. Ça n'a aucun sens. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons, qu'on appellera anglophones, personne n'utilise ça, quoi, en fait. Sauf pour WASP. Hein, voilà. Donc, quand on parle d'anglo-saxons en France, on parle de la France, on ne parle pas des anglo-saxons. Voilà. Non, mais enfin bref, c'est un truc. Ceux qui me connaissent. Voilà. Non, mais c'est un truc. Voilà. Donc il y a des très très belles pages de l'historien qui s'appelle Émile Chabal là-dessus, donc à l'université d'Édimbourg, qui est voilà. Enfin bref. Mais c'est une parenthèse qui me semble-t-il est importante. Le truc, c'est que effectivement, vu de loin, vu de France, par exemple, on a l'impression que le racisme systémique aux États-Unis, c'est un truc où les blancs ont le pouvoir et puis ils tapent sur des noirs, quoi, pour parler très simplement. Mais il y a différentes catégories de blancs. C'est un peu la question que tu posais. Et alors j'ai épluché en fait les archives. Ça on n'en a pas parlé, mais en fait à l'issue de la bombe en 85, puisque la tragédie a été télévisée, la ville de Philadelphie a mis en place une commission d'enquête qui a procédé à des centaines et des centaines d'heures d'audition pour essayer d'investiguer la chaîne de ce que nous on appelle la chaîne d'irresponsabilité. Et donc ça a produit des milliers et des milliers de pages d'archives auxquelles tout le monde a accès. Vous avez vu une lettre du FBI là, FBI confidential machin, ça tout le monde y a accès en fait maintenant. Ça c'est un truc de ouf quand on travaille dans les archives, on se sent important, on se dit ouais FBI et tout machin. Et donc tout ça pour dire que dans les registres des entretiens qui ont été faits avec les membres de la police et avec les pompiers, j'ai trouvé en fait, alors j'ai fait des statistiques là-dessus, j'ai trouvé plus de 50% des noms qui sont des noms soit italo-américains, enfin des noms à consonance italienne, à consonance irlandaise et à consonance polonaise. Ça veut dire qu'en fait les policiers et les pompiers sont majoritairement des blancs qui ne sont pas des WASPs. En fait, des gens dont les grands-parents, dont les arrière-grands-parents sont arrivés à Ellis Island à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et des gens qui s'envisagent comme, bien évidemment, au-dessus des Noirs, mais qui s'envisagent comme relégués à un échelon d'échelle sociale qui est en dessous des WASPs, en fait, en dessous des Blancs qui ont des noms comme Campbell, Wilson, Smith et tout. Et ça, c'est fondamental. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est blanc contre noir. Ben non, en fait, il y a différentes catégories de blancs. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, de ce point de vue-là, propose aussi, je pense, un certain nombre de déclinaisons de différentes hiérarchies de blancs. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. Alors, j'ai un exposé PowerPoint sur le bouquin, sur le projet, où en fait, j'ai fait des sortes de nuages de mots avec les noms, en fait, les noms à consonance italo. Alors, j'avais voulu le faire dans le bouquin, et puis au seuil, ils m'ont dit, mais tu te fous de moi ou quoi ? C'est un bouquin, tu peux faire des nuages de mots. Mais c'est vrai que, voilà, ça s'y prête pas. Mais, et alors, à contrario, en fait, les noms des familles africaines-américaines dont les maisons ont été cramées ont tous des noms vraiment à consonance anglo-saxonne, pour le coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des descendants d'esclaves et que, comme le disait Césaire, comme le disait Aimé Césaire, on est dans une librairie, Aimé Césaire, c'est l'idée que, en fait, les esclaves, ce qu'on leur a appris en premier, c'est leur nom, quoi, en fait. Et donc, tous ces gens ont des noms à consonance, effectivement, anglo-saxonne, quoi. Donc voilà, effectivement, merci beaucoup de poser la question. Je pense que ça, c'est un truc qui est important à prendre en compte quand on est français, parce qu'on ne se rend pas trop... Voilà, on n'en parle presque pas, me semble-t-il. Merci. Là, c'est ma dernière question, donc vraiment préparez les vôtres. Il y a donc cette représentation de Donald Trump, premier mandat, certes. Peut-être sur la réception et le sens que ça a de se faire ce livre aujourd'hui. Alors certes, il est publié en français, mais Lynn Washington est américain, tu as voyagé aux États-Unis. On est dans un moment où il y a un déni ou un backlash sur la question du racisme systémique. On le voit aussi un peu en France, mais bon, c'est hors de... Disons, aux États-Unis, voilà, toutes les actions du mandat Trump et dernièrement de la Cour suprême sur la remise en cause du Voting Rights Act,
actes et les droits civiques montrent que, en fait, le discours de la Cour suprême, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin d'affirmative action, mais parce qu'il y en a plus de racisme, et donc on n'a pas besoin de cette question des districts, etc. Bref, pour revenir à ma vraie question, donc quel sens ça a aujourd'hui dans ce contexte-là que le travail et la publication de ce livre, et qu'est-ce qu'en pense aussi Lynn Washington Alors déjà, Lynn, en fait, sa fille travaille pour l'État fédéral. Donc lui, en fait, il se sent un peu en première ligne, où il sent qu'il ne jouit pas d'une vraie liberté d'expression pour dire tout ce qu'il a envie de dire, précisément parce qu'il pense à sa fille, quoi, en fait. Donc ça, c'est un premier truc. Ça en dit long, effectivement, de la manière dont la démocratie elle est fragilisée aux États-Unis. Alors, s'agissant maintenant d'une question mémorielle dont on ne parle pas dans le bouquin, parce que c'est vraiment... sorti au moment où on rendait le manuscrit, et c'est déjà assez compliqué comme bouquin, donc on ne peut pas rajouter des trucs. En fait, il y a un site qui s'appelle Liberty Bell à Philadelphie, qui est un des sites les plus visités aux États-Unis, où effectivement c'est un site historique très très important dans l'indépendance des États-Unis. Et en face, en fait, il y a la maison du président, the President's House, où en fait Thomas Jefferson, George Washington, autant pour moi, George Washington a vécu à un moment donné où en fait la capitale fédérale pendant quelques temps ça a été Philadelphie, et en fait il avait 6 esclaves, et donc sur ce site qui s'appelle President's House, il y avait plusieurs vitrines où étaient décrites en fait l'existence, l'identité, et puis la vie de ces 6 esclaves. Et en fait il y avait une loi locale qui faisait que lorsqu'on était propriétaire d'esclaves en Pennsylvanie, enfin une loi locale, une loi de l'État de Pennsylvanie, on ne pouvait pas avoir avec soi des esclaves pour une période de plus de 6 mois. Donc en fait, il avait ces 6 esclaves pendant 6 mois, et après ils allaient dans un autre État, et après ils revenaient, quoi. Et donc l'exposition parle notamment de ça. Sauf que l'administration Trump récemment a exigé que ce soit retiré ces vitrines, ce qui a été fait, et une juge locale, et ça c'est important parce que ça dit quelque chose du pouvoir des juges et de la détestation justement par Trump des juges. Une juge locale a exigé que les vitrines soient remises, ce qui a été fait. Et en fait, dans son arrêt, la juge locale a commencé par citer un extrait de 1984 de George Orwell, quoi, le ministère de la vérité, machin. Enfin, donc, effectivement, c'est assez donc, un écho effectivement au livre co-rédigé par Emmanuel, qui est en vente ici aussi. Vous allez croire que je bosse pour Ombre Blanche, c'est marrant. Et donc, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment, on est en plein dedans, et après, j'ai pas non plus le sentiment que voilà, faudrait vraiment poser la question à Lynn qui habite, il habite pas à Philadelphie, mais il est très souvent à Philadelphie. J'ai pas l'impression que l'administration de Trump s'en est pris de façon très très frontale à la ville de Philadelphie. Pourtant, c'est une ville démocrate, c'est une femme noire qui est Cheryl Parker qui est à la tête de la ville, mais il s'en est pris plus, à mon avis, à des villes comme Denver, effectivement, déjà, puisqu'effectivement il y a le Texas à côté, ville sanctuaire et tout. Boston également, moi j'ai eu des échos de Boston qui sont assez préoccupants. Et puis, alors bien évidemment, la Californie de façon générale, quoi. Minneapolis, Minneapolis, c'est vraiment effectivement la ville la plus stigmatisée par Trump. J'aurais dû commencer par ça. Mais Philadelphie pourrait faire partie des villes ouvertement ciblées, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas, à mon avis. Merci beaucoup. On va pouvoir ouvrir à vos questions. On a encore 20 minutes, donc il y a une question devant. Donc il y a une. Merci pour faire circuler le micro. On a déjà 2 questions devant. Bonjour et merci, c'était vraiment tout à fait intéressant sur un événement que je ne connaissais pas. Et pourtant, en 85, j'étais pas. Voilà, je suis plus âgée. Donc, non, je suis passée. Alors, justement, j'ai 2 questions. Est-ce que ça a fait un écho à l'international voilà. Et la deuxième chose, c'est que vous nous dites que les gens se sont plaints, enfin bon, ce que je comprends parfaitement, avec tout ce que vous nous avez raconté, les voisins, etc. Mais vous ne nous parlez pas du tout de l'institution judiciaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas porté plainte. Comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que les policiers ont agi comme ça, donc le maire est tout puissant, et il y a quand même des procureurs, il y a quand même... donc, ils sont absents, quoi, enfin, dans ce que vous dites. Et peut-être dans le livre aussi. Alors, il y a un chapitre dans le bouquin qui s'appelle Le tribunal, où en fait on s'intéresse de très très près
à tous les procès Move en fait qui sont liés à des douzaines et des douzaines d'affaires qui ont en fait enrayé la machine judiciaire locale de Philadelphie, qui était un peu le but de Move, quoi, qui voulait aussi utiliser des procès au tribunal, comme une sorte de tribune, finalement, en se disant c'est pas la peine qu'on fasse notre pub dans les médias et tout, on va utiliser les tribunaux pour ça, ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors après, l'autre truc aussi, quand vous parlez de procureur, et là pour le coup, c'était le rôle de Lane était vraiment crucial, notamment parce qu'il est diplômé en droit. Il a une maîtrise à Yale en droit. Et moi, je ne suis pas du tout juriste, et encore moins juriste avec une vraie connaissance du système judiciaire aux États-Unis. Mais le pouvoir d'un procureur, en fait, qu'on appellerait district attorney, en fait, aux États-Unis, il est considérable, en fait. Et donc, le district attorney qui s'appelait Ed Rendell, qui est encore vivant maintenant, sauf erreur. Oui, il est encore vivant maintenant. Son rôle, il est crucial. Et donc, lui pouvait décider ou pas d'inculper, par exemple, un certain nombre de policiers après 85, ce qu'il n'a pas fait, notamment pour des raisons liées à ses ambitions politiques, parce qu'il a d'abord été procureur, après il est devenu maire de Philadelphie. En fait, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que les Moves, si vous voulez, personne n'en veut, même s'ils sont vus comme des martyrs après 85, même si le courage, parce qu'il y a une vraie opiniâtreté, un vrai courage physique des Moves qui vont vraiment s'opposer à la police, hein, ça impressionne beaucoup de Noirs en fait à Philadelphie. Hein. Néanmoins, pour beaucoup de Blancs, les Moves sont vus comme pires que des Noirs parce que c'est des Noirs et des hippies. Hein. Et puis, ils sont vus comme pires que les hippies ou pires que les beatniks et tout parce qu'ils sont noirs en fait. Donc, c'est vraiment, ils correspondent au portrait robot du groupe indésirable par excellence. Et donc, en fait, le procureur Ed Rendell est bien conscient de ça et il se dit, voilà, moi, je ne vais pas veiller à m'aliéner, en fait, la police. Et aussi pour des raisons électorales, je vais participer à cette stigmatisation collective de Move. Il devient après maire de Philadelphie et finalement, il devient gouverneur de Pennsylvanie. Alors ça, on le voit bien. Alors ça n'a rien à voir, mais pour comprendre le mécanisme à l'œuvre et puis la succession d'échéances électorales, vraiment... sur 2 années, 3 années, on le voit super bien dans The Wire, en fait. Si vous regardez la saison 3 de The Wire, avec Kirk Kelly, là, le maire démocrate, là, d'abord il est maire, après, enfin voilà, il y a toujours une échéance électorale, en fait. Hein. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Et donc Ed Rendell va utiliser finalement les Moves comme une sorte comme des sortes, peut-être pas d'idiots utiles, mais comme une sorte de groupe indésirable qui va lui permettre à lui aussi, en fait, de montrer sa masculinité, quoi, mais pas de façon aussi caricaturale que Rizzo. Alors par rapport à la première question sur le rayonnement international, en fait les médias français ont parlé en 85, hein, mais alors vous vous souvenez pas bien évidemment parce que après ils sont passés à autre chose. Mais dans le Monde, il y a des archives dans le Monde, dans le Point, dans l'Humanité, dans le Figaro qui présentent en fait Move comme une secte. En fait, c'est ce qu'on fait de façon banale. Et alors, ce qu'on trouve aussi dans les archives, c'est la manière dont l'Union soviétique, la Pravda, en fait, a parlé de Move. Parce que en Union soviétique, ils s'intéressent de très très près au racisme aux États-Unis, non pas comme une question régionale, mais comme une question nationale. Ils font l'inverse de ce que font les États-Unis pendant toute la période de guerre froide, en fait. Et c'est de bonne guerre, hein, mais en fait, mais voilà. Donc, dans les archives, il y a un texte en russe de la Pravda, machin. Je n'ai pas fait traduire, mais bon, c'était de toute façon la fin de la guerre froide. Et là, voilà, l'Union soviétique ne constituait plus vraiment une menace, même si en France, des gens comme BHL, par exemple, croyaient le contraire. Mais voilà. On n'est pas là pour parler d'humoristes, hein. C'est un sujet sérieux. Oui, bonjour. Je me demandais combien de membres comptait Move en 1985 et en rebond, je me demandais si cet événement avait signé en fait la fin du mouvement ou s'il a continué à perdurer par la suite. Oui, alors c'est une question, en fait, on aurait dû effectivement en parler. À son apogée, Move n'a jamais été constitué que de plus d'environ 60 personnes. Et donc, on voit les nuages de mots là. Ça, le seuil, ils n'en ont pas voulu.
Non, mais je suis très, très content que le bouquin sorte au seuil. C'est pas du tout une critique de l'éditeur, hein, loin s'en faut. Donc, effectivement, jamais plus de 60 membres, avec un certain nombre de sympathisants. Quand ils habitaient à Powhatan Village, par exemple, il y avait une sorte de car wash, en fait. Et il y avait des gens qui étaient sympathisants de Move, qui allaient faire laver leur voiture par Move. Et au lieu de donner 5 ou 6 $, ils donnaient 10, 15, 20 $. Quoi. Ce genre de choses arrivait de façon fréquente. Après 78, hein, pas 80, pas 85. Après 78, en fait, 12 membres, mais surtout 9 membres de Move sont condamnés à des peines de prison de 30, 40, 50 ans, en fait. Et donc, ce sont ces gens-là, dont l'écrasante majorité ont été libérés entre 2015 et 2020, sauf cette femme, on voit que c'est une photo en noir et blanc, parce qu'en fait, elle est morte en prison en 98, hein, Murder Africa, et vous avez vous-même répondu à la question, on peut considérer que le mouvement a périclité, en fait, à partir de 85, si ce n'est que aujourd'hui, la mémoire collective de Move, elle est vraiment orchestrée, organisée par un type qui s'appelle Mike Africa Jr., qui est le petit-neveu de John Africa, qui est cet homme, en fait. Voilà, alors il a fait un bouquin sur Move en anglais il y a un an et demi, auquel on emprunte un certain nombre d'éléments. Et donc, lui, il est né en prison, en fait, ce qu'on raconte dans le bouquin, il est vraiment né en prison. Lorsque sa mère lui a donné naissance, elle l'a caché, en fait, au garde de la prison, parce qu'elle avait peur que... voilà. Donc, ses deux parents, en fait, étaient incarcérés lorsque lui, il était né, dans des prisons bien évidemment séparées, et ils se sont retrouvés après 35 ans de prison, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est assez ahurissant comme histoire. Mais effectivement, 85, ça a de fait signé la fin de Move, quoi. Merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais j'ai vu que l'adresse du mouvement était Osage Avenue. Est-ce qu'il y avait des liens de la part du Move avec les populations autochtones, ou est-ce qu'ils ont rejoint des questions liées justement aux populations autochtones? Merci. Ouais, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Alors moi j'avais évoqué la question à Lynn Washington, justement, j'ai dit c'est marrant parce que Osage Avenue, et puis lui il a tellement la tête dans le guidon depuis des décennies il m'a dit mais putain t'as raison en fait, voilà, quand c'est un peu ce que dit Orwell, il faut toujours il faut toujours faire un effort pour voir ce qui est vraiment juste en face de soi, quoi. Et donc alors, il n'y a pas de lien systémique entre voilà, des mouvements de défense de ce qu'on appelle au Canada les peuples premiers, les Amérindiens, donc aux États-Unis, ou Native Americans, mais en fait, il y a une utilisation vraiment, vraiment abondante en fait, dans les procès Move par des membres de Move qui justement insiste sur tout le dommage qui est causé par le système capitaliste, par la technologie moderne, par l'industrie, en fait, à l'environnement. Et ces gens vont parler de questions environnementales en parlant de ce qu'on appelait à l'époque les Indiens, en fait. En disant, voilà, le style de vie, la manière de vivre, les bisons, enfin voilà, ce genre de choses, des Indiens ont été éradiqués précisément par la technologie moderne, par le capitalisme et tout. Et ça, c'est un truc qui revient très très souvent. Les Moves, ils invoquent en fait souvent les Indiens. Hein, j'utilise les Indiens pas de façon anachronique, puisqu'à l'époque on disait ça. Et puis ils vont parler également de l'Holocauste, en fait, l'Holocauste nazi, les Juifs, voilà, Auschwitz et tout. C'est un truc qui revient très très souvent, quoi. Et alors, c'est pas qu'ils mélangent tout, en fait. Ils l'utilisent comme une arme rhétorique. C'est-à-dire que quand ils manifestent devant un zoo, ils disent « Ah, bah, vous voyez, on les met dans des cages, machin, c'est ce qu'ils ont fait à Auschwitz, machin. » Et puis, ils parlent également aussi des Indiens, quoi. Ça, c'est un truc qui revient très, très souvent, effectivement. Et donc, très bonne question, parce qu'il y a un lien de cette région ici avec les Osages, puisque... bon, il y a toute une histoire, mais la ville de Montauban est jumelée avec la nation Osage depuis que la ville de Montauban et la ville de Toulouse, les citoyens de la ville de Toulouse, ont contribué au retour de représentants de la nation Osage qui étaient arrivés en France et qui était celui qui les avait amenés les a abandonnés. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, et donc il y a eu une contribution de la ville de Montauban et de la ville de Toulouse pour les renvoyer en Amérique. Et donc on a ce lien historique avec la nation Osage. Ouais, je suis pas du tout con. Voilà.
Donc c'était un twist. Et l'autre twist qui est que vous parlez dans le livre du fait que des mers noires et des mers de grandes, des mers noires de grandes villes, et la ville de Toulouse est jumelée avec la ville d'Atlanta, et ce jumelage a été mis en place par un maire noir d'Atlanta. Et on a célébré, on a commémoré il y a pas longtemps le cinquantenaire, je crois. Oui, alors en fait, il y avait au moment des controverses très franco-françaises autour de Balik Bakayoko et tout, à Saint-Denis. Alors j'avais envoyé une tribune à Libé qu'ils allaient publier, que finalement ils n'ont pas publié, c'est ce qui arrive souvent avec certains médias, enfin bref. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas en France, c'est qu'il y a une litanie de maires noirs aux États-Unis de grandes ou de très grandes villes, dont effectivement Atlanta, quoi. Ce sont des maires qui sont alors le premier vraiment dans une grande ville qui était déjà en déclin, mais qui était encore une grande ville, c'est Carl Stokes en fait dans la ville de Cleveland. Mais Carl Stokes c'est un maire parmi d'autres, quoi. Et donc ça c'est un truc qu'on ne sait pas en France. Et ce sont pas ce qu'on appellerait en anglais des tokens. Ce sont pas des sortes de noirs de service, comme on disait avant, comme on a pu dire avant, beurre de service ou beurre de service. Ce sont des gens qui sont enracinés dans une ville, qui ont un vrai pouvoir dans une ville. Sauf que, et ça on le dit, on le répète, ces villes sont en voie de désindustrialisation, en voie de dépeuplement, puisqu'il y a une fuite des Blancs en banlieue résidentielle qui est considérable, mais ils sont quand même placés dans une situation de pouvoir local important. Pour revenir à la question sur la nation Osage, je pense que cette question-là, elle est beaucoup plus prégnante et puis beaucoup plus intéressante, sans doute, par rapport à une autre grande tragédie américaine qui, pour le coup, je pense, est moins méconnue en France, qui est le massacre de Tulsa en 1921, en fait. Pour le coup, l'État de l'Oklahoma est extrêmement intéressant, précisément compte tenu de cette identité liée effectivement à la nation Osage, quoi. Voilà. Il y avait une question, je crois, aussi. Non ? J'avais vu une main levée. Oui, voilà, il y a une. Au milieu de la salle, c'est bien, c'est vachement bien distribué dans l'espace. Ouais, cette rencontre est les gens du milieu de la salle se sont organisée. dit, il faut qu'on pose une question, sinon on a l'air con et tout. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je reviens sur l'épisode en tant que tel du bombing, du bombardement. Je connais un peu partiellement l'appareil. Je connais peu l'appareil policier répressif états-unien, mais je sais qu'il peut être assez impressionnant. Il s'agit de personnes noires. Et donc, voilà, ça ne m'étonne pas complètement, mais en même temps, je trouve ça quand même très impressionnant et très explosif quand j'ai lu le résumé là, de cette présentation. Et je me demandais qu'est-ce qui a justifié l'intensité et le timing de cette intervention. Comment ce groupe était perçu, à tort ou à raison, par la police? Parce que j'ai l'impression qu'on me parle d'une secte qui a l'air d'être isolée. En même temps, il est perçu comme un mouvement révolutionnaire à d'autres moments. Donc, est-ce qu'il a été réprimé parce qu'on le pouvait, parce qu'on n'en a rien à foutre d'eux? Ou est-ce que c'est parce que ça peut aussi faire tache d'huile à un certain moment? Ou est-ce qu'ils ont un léger pouvoir politique, faux ou vrai, mais quelle était la perception non, mais c'est une question qui est super complexe et qui m'a déjà été posée par quelques étudiants et étudiantes. En fait, la question qui est posée, c'est mais comment se fait-il qu'en fait on en vienne à un moyen aussi extrême pour un groupe qui de fait ne constitue pas vraiment une menace, en fait. Là je vais juste faire suggérer un contraste qui permettra de comprendre la différence entre les deux situations. Dans l'autobiographie de Malcolm X, qui a été traduite, qui est publiée chez Hors d'Atteinte, qui doit être en vente dans la librairie Ombre Blanche, qui est un texte extraordinaire. En fait, Malcolm X raconte bien comment, dès sa sortie de prison, après sa conversion à l'islam, qui est une conversion, enfin bref, ça va être un VRP extraordinaire de Nation of Islam, en fait. Il va ouvrir des branches de Nation of Islam aux quatre coins du pays, quoi, avec un talent qui est extraordinaire. C'est un type qui passe toute sa vie en avion, quoi, qui va créer des groupes Nation of Islam. Move, c'est l'inverse, en fait. Move, ils ont la conviction qu'ils ont accès à la vérité et se greffent à nous celles et ceux qui le veulent. Mais en fait, ils vont pas essayer d'essaimer, de convertir de façon vraiment massive, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Et donc, de fait, ils peuvent pas constituer une vraie menace, en fait, pour l'État, à tous les sens du terme, aux États-Unis. Et donc, l'autre élément qui est important aussi à prendre en compte, c'est que
il y a eu parfois, lorsque j'ai présenté le bouquin depuis qu'il est sorti en librairie, des gens, ou des fois des libraires d'ailleurs, ou des personnes dans le lectorat qui ont parlé de FBI, parce qu'on se raccroche à un truc qu'on sait en fait. Parce qu'il y a quelques personnes qui savent que il y a le programme COINTELPRO en fait du FBI. Je vois déjà des gens qui acquiescent. Et en fait, c'est un programme de répression avec une volonté d'éradiquer, notamment les panthères noires, avec l'idée aussi qui est vraiment très très paranoïaque en fait, que le FBI est obsédé par le communisme et il voit des communistes partout, et surtout chez les Noirs en fait. Donc J. Edgar Hoover, ça on connaît, machin. Et ce qu'il faut bien comprendre avec Philadelphie en 85, c'est que ce n'est pas une opération du FBI en fait. C'est une opération de la police de la Philadelphie qui va toquer à la porte du FBI, on le voit ici avec les archives en fait, et qui leur demande « Ouais, est-ce que vous avez des explosifs ? Si oui, lesquels ?» et tout quoi. Et donc nous, on a accès en fait à des échanges de lettres assez ahurissant, où en fait le FBI dit ouais, ici on a du C4, du Tovec, je peux les mettre ensemble, machin. Mais en fait, si la police de Philadelphie n'avait pas fait ce geste d'aller solliciter le FBI, il se serait rien passé, quoi. Donc il y a ça qui est à prendre en compte. Il y a le côté pied nickelé, et puis il y a le côté l'incompétence en fait du chef de la police qui s'appelait Gregor Sambor, qui était pas un type comme Frank Rizzo. Alors il était oserais-je dire qu'il était modérément raciste, quoi, si vous voulez, mais il n'était pas obsessionnellement raciste comme Frank Rizzo. C'était un type qui était à la tête de l'école en fait de police de Philadelphie. Et puis voilà, l'autre élément aussi qui est à prendre en compte vraiment, et là, les gens qui connaissent un peu les États-Unis ici savent ça très bien, et je veux pas, voilà, vu de France, bien évidemment, on pense ministère de l'Intérieur, préfecture, c'est extrêmement centralisé, bien évidemment. Sauf que la police aux États-Unis, dans les grandes villes, elle répond en fait au maire, quoi. Et donc ça c'est vraiment crucial, quoi. Et pour le coup, là, il y a une vraie ambiguïté entre le maire en 78, le maire en 85. Enfin, ça, on en parle dans le bouquin. Je ne vais pas non plus spoiler des trucs, mais c'est une question éminemment complexe. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu intégralement à votre question, mais bon, j'ai offert quelques éléments. Moi. Merci. C'était à voir aussi la photo. Est-ce que les gens ensuite ont été relogés sur place ou ça a été l'occasion d'une immense opération immobilière ? Alors oui et non en fait, on aurait pu. Il y a une tragédie qui s'est ajoutée à une autre tragédie, c'est-à-dire qu'en fait les entreprises qui ont été contractées pour reconstruire les maisons étaient, on fait n'importe quoi en fait. J'ai soigneusement évité d'être grossier, et donc ça a dû être reconstruit une nouvelle fois après, et en fait on aurait pu faire un bouquin sur tous les litiges, tous les problèmes liés à la reconstruction, mais ça aurait été pas très fun à lire. Il y aurait eu des questions de permis de construire, de fuite, de toiture, enfin voilà. Mais le fait est que ça a vraiment, ça a été un fiasco complet jusque ces dernières années. Et alors, quand vous parlez d'opérations immobilières, machin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on est vraiment à la lisière de Philadelphie. On est loin du quartier de Powhatan Village, où là, pour le coup, la question de la gentrification, elle est beaucoup, beaucoup plus violente, même si, et on peut peut-être terminer là-dessus, en fait, même si, maintenant, en fait, le quartier, il est en voie de gentrification. Mais comme c'est possible quand on est aussi loin, en fait, du centre-ville. On voit une Tesla, en fait, qui est garée en face de la maison, donc 62-21 Osage Avenue, qui a été maintenant, bien évidemment, complètement reconstruite, quoi. Donc ça, on en parle un petit peu, je pense, à l'épilogue, mais on n'en dit pas grand-chose, quoi. Ce sera l'épisode 2, ou la saison 2, pardon, pour The Wire. Pas sûr. Pas sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre... Merci au public, merci à Ombre Blanche. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche lors de l'édition 2026 du festival L'Histoire à venir, organisé par l'Université Toulouse Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le site de l'Histoire à venir et sur notre plateforme Mixcloud Radio Toulouse.